Le petit déjeuner politique. Il est 7h45, c'est le petit déjeuner politique de Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse et président d'Oser la France. Oui, bonjour Julien Aubert. Bonjour. Vous faites partie de la commission d'enquête sur la gestion du Covid-19. Vous avez entendu donc hier Agnès Buzyn, ça a duré aux environs de 4 heures. Nous avons anticipé, j'ai senti un danger bien avant les autres, a déclaré l'ancienne ministre de la Santé. Est-ce qu'elle vous a convaincu? Elle était sincère ou pas? Moi, je l'ai trouvée sincère dans sa volonté de défendre son honneur. Oui. Il faut toujours essayer de se mettre à la place des gens. Elle est courageuse, elle est venue, elle sortait d'une campagne, il y avait une volonté d'être exhaustive, ce sont des points qu'il faut porter à son crédit. Ensuite, moi, il y a des choses qui ne m'ont pas convaincu. D'abord parce que je ne cherche pas un lanceur d'alerte, ni un voyant, ni un médium. Quelqu'un qui dit « moi j'ai eu l'intuition ». Ça me fait peur d'entendre un ministre qui dit « écoutez, moi je n'avais aucune information qui me remontait ». Personne ne m'avait prévenu que les masques étaient pourris. Personne ne m'avait prévenu qu'il n'y avait pas de masques. Mais j'avais, parce que j'ai Twitter, parce que j'ai Google, je savais qu'il y avait une crise en Chine. Bon, ça pose un petit problème numéro 1. Deuxièmement, elle a quand même fait des impasses. Moi, j'ai posé une question en disant, voilà, les conflits d'intérêts sur Gilead. Mme Buzyn qui me dit, je ne comprends pas votre question. Ouais, je suis obligé de la oui, bien sûr, elle a fait semblant de ne pas la comprendre. Je suis obligé de la reformuler parce que, même pour les gens qui n'ont pas suivi, je rappelle que, je dirais que la création... Gilead est un laboratoire. Voilà, Gilead est un laboratoire, que Discovery et le comité scientifique, en réalité, c'est une bande de gens qui se connaissent, donc, qui sont un groupe, qui ont créé ce qu'on appelle Reacting, qui a permis ensuite de bâtir le test Discovery et qui a servi de base au comité scientifique. Et il se trouve qu'à l'origine de ce groupe, il y a notamment son mari. Et que comme... vous avez posé d'ailleurs une question directe aussi sur son mari. Comme on les accuse de conflit d'intérêts, etc., moi j'ai posé la question. Oui, bien sûr, pour savoir. Et la réponse que j'ai eue, c'est il n'y a pas en fait d'individus, il n'y a que des organismes qui sont représentés. Donc une espèce de volonté de dépersonnalisation du sujet. Donc on n'a pas répondu sur le fond. Et moi je maintiens qu'il y a quand même un sujet qui est qui a constitué le comité scientifique, pourquoi ces personnes, et est-ce que ensuite l'infectiologue de Marseille qui dit moi j'ai été écarté à tous les niveaux, qui s'est écarté aussi lui-même. Qui s'est écarté. Alors, il y avait, des problèmes d'animosité personnelle. Moi, ce que j'essaye de savoir, c'est si dans la réponse que nous avons apportée à cette crise du coronavirus, les inimitiés ou les conflits d'intérêts ont en réalité perturbé la manière dont on a bâti le canal de défense. Oui, non mais ce que l'on veut savoir aussi, c'est est-ce que la France a bien anticipé et ensuite bien géré à travers ses auditions, ses différentes auditions. Elle a dit à un moment donné, la gestion du stock de masques ne revient pas au ministre. Le problème en France, ce sont les lourdeurs des administrations. Alors, peut-être qu'elle a raison, mais est-ce que le ministre ne doit pas vérifier justement que tout fonctionne? Moi, je peux comprendre que le ministre ne gère pas lui-même les stocks de masques. Mais je ne peux pas comprendre que tout le monde se rejette la balle. C'est-à-dire que on a une administration Santé publique France qui arrive en disant voilà, moi j'avais averti le directeur général de la santé il y a 1 an et demi, personne ne m'a jamais répondu. Ensuite, on a un directeur général de la santé qui dit oui, j'ai bien reçu un courrier, mais il y avait un problème sur la doctrine du port du masque, c'était pas clair, donc voilà, donc nous n'avons pas véritablement fait les commandes. Mais dès que nous avons su qu'il y avait le coronavirus, nous avons commandé les masques, et nous avons un ministre qui dit mais moi personne ne m'avait averti du problème de fond. Et en revanche, grâce à mes intuitions, nous avons fait une commande de masques. Voilà, je résume un peu la prise de position. Ça n'est pas acceptable. Celui qui est responsable devant le Parlement, c'est le ministre. C'est pas le directeur de telle ou telle agence. Et reste qu'à un moment donné, il y a des écrits. Voilà, donc on peut pas dire j'arrive ministre et je ne suis pas au courant de la situation des stocks. Au-delà d'ailleurs, parce qu'elle nous a dit il n'y a pas que les masques, en fait, tout était périmé. Mais qui gérait les stocks de masques? Qui était au pouvoir auparavant? D'ailleurs, ce sont les mêmes personnes, parce qu'on s'aperçoit que M. Salomon était conseiller de Mme Touraine, donc en réalité, on va dire que la droite a quitté le pouvoir en 2011 en laissant la maison à peu près en état. Et en 2020, on vous dit il n'y a plus rien. Bon, qui a gouverné et qui a pris les décisions? Oui, mais elle dit l'anticipation en plus quand même en France. Alors, elle essaie de justifier face à l'épidémie de coronavirus a été sans commune mesure. L'expression quand même est importante, sans commune mesure avec les autres pays européens, toujours en avance par rapport aux alertes lancées. Nous avons été le premier pays d'Europe à mettre en place des tests. On est quand même assez surpris en fait par ça, parce qu'on avait l'impression que finalement on avait patiné un petit peu, mais peut-être est-ce vrai dans cet enchaînement, et que nous on a tendance à voir que le mauvais côté des choses. Alors écoutez, heureusement qu'on a été aussi réactifs. Parce
que déjà que nous avons 4 fois plus de morts que l'Allemagne, je me demande ce que ça aurait été si nous avions été moins bons que l'Allemagne. Mais au-delà de ça... On a peut-être eu des foyers qu'on n'a pas suffisamment surveillés. Au-delà de ça, je pense à Colmar, à Mulhouse, il y a quand même etc. des questions, d'abord, de mise en œuvre des anticipations. C'est très bien que Mme Buzyn dise « moi, j'ai vu arriver le problème ». Mais son rôle de ministre, ça n'est pas d'être un lanceur d'alerte, une nouvelle fois. C'est de prendre les mesures qui font que lorsqu'elle donne un ordre, il soit appliqué. Et ça, elle ne nous a pas expliqué pourquoi ça n'avait pas été mis en œuvre. Ensuite, elle dit « j'ai vu arriver un tsunami, mais je suis quand même parti tout en sachant que les élections n'auraient pas lieu ». Bon, moi j'ai du mal à comprendre. C'est les questions d'un de mes collègues. Vous êtes ministre de la Défense, vous savez que l'Allemagne va vous attaquer dans 3 mois, vous dites je pars au municipal. Et puis, troisièmement, il y a quand même des choses très concrètes. Par exemple, elle nous a dit voilà, nous avons tout fait pour essayer d'empêcher la contamination par la Chine. Je me rappelle, moi, d'un ministre qui m'expliquait qu'il fallait certainement pas faire des contrôles aux frontières. Bon, ça, c'est un fait objectif. Donc, on ne me dise pas qu'on a tout mis en œuvre. Oui, donc Julien Aubert, là, il y a déjà eu plusieurs auditions. Est-ce que maintenant, vous commencez à comprendre un petit peu mieux les choses ou pas ? Oui, on commence à comprendre, en réalité, qu'il y a une forme d'irresponsabilité d'un système qui est assez complexe, avec beaucoup trop d'agences, une dilution du politique, parce qu'on a démembré l'État, et que tout le monde se renvoie la balle en disant moi, dans mon secteur, j'ai fait ce qu'il fallait, mais comme il n'y avait pas de chef d'orchestre, eh bien, la partition n'a jamais débuté. Oui, les politiques, alors responsables, mais pas coupables. Oui, moi je cherche pas des culpabilités, je suis pas juge dans le cas d'espèce. Je veux pas rentrer, si vous voulez, parce que c'est facile. Voilà, on me trouvera toujours très dur. C'est toujours facile de l'extérieur. On a forcément une connaissance diluée, mais je trouve que les affirmations qui sont faites sont quand même assez péremptoires. Compte tenu du nombre de morts. Moi, je me ferais plutôt tout petit en disant bon. Est-ce qu'elle a été à la hauteur face à la crise au début alors, en conclusion? Moi, je pense qu'en tant que médecin, elle a été à la hauteur. En tant que ministre, elle n'a pas été à la hauteur. Oui. Bon, alors venons-en maintenant à l'écologie, avec ce qui s'est passé ce week-end lors des élections municipales, le second tour, dans les grandes villes notamment, et puis également les travaux de la Convention citoyenne. Comment vous pouvez réagir, vous, les Républicains, face à cela? Parce que ce n'est pas forcément une des thématiques majeures des Républicains. En tout cas, peut-être pas des Républicains, mais moi, comme c'est un travail, quelque chose que je travaille depuis 8 ans, dans le désert, où j'ai publié un livret qui s'appelle le livret vert sur l'écologie humaniste, qu'on peut trouver sur le site d'Oser la France, et qui est une doctrine. Parce que en réalité, le problème de la droite, c'est qu'elle a pensé la première l'écologie dans les années 70, et ensuite, on a convaincu les Français que seule Europe Écologie Les Verts avait des solutions en matière de protection de l'environnement. C'est ça le problème. Un peu comme d'ailleurs le Rassemblement national. Parce qu'on se dit que l'écologie c'est de gauche, quoi. Pourquoi c'est pas de droite? Mais non, mais l'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Les Français ne veulent pas forcément... D'abord, l'écologie SME, tel qu'on le voit, ça n'est pas seulement les petits oiseaux et la protection. C'est une pastèque. C'est vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. C'est d'abord un programme qui va bien au-delà de la protection de l'environnement, qui est fait, pardonnez-moi l'expression, pour couillonner les naïfs. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est le retour des anticapitalistes, des néo-marxistes, d'une vision de la société qui est fondamentalement archaïque, parce qu'elle fait abstraction, je dirais, de tout flux humain, de tout développement. Là où la droite doit, à mon avis, effectivement aussi se reprendre, c'est qu'elle s'est laissée aussi aller à considérer que le système économique était très bien, qu'il n'y avait aucun perdant, et qu'on pouvait continuer à piller la planète et les ressources. Entre les deux, moi, je maintiens qu'il y a la possibilité de concilier l'économie et l'écologie, et surtout de se demander pourquoi on protège l'environnement. Moi, je ne protège pas la planète pour la planète. Je vais vous dire, si on se trompe et que la planète, enfin qu'on disparaît, la planète sera toujours là. Les dinosaures ne sont plus là, la planète sera toujours là. Moi, je protège la planète parce qu'à travers la planète, je protège l'homme de demain. Ce qui m'intéresse, c'est de protéger l'homme. Alors, qu'est-ce que vous pourriez prendre, vous, de la Convention citoyenne et proposer en plus, qui manque peut-être dans ces propositions? D'accord, je suis effectivement pour l'arrêt de la bétonisation et de l'artificialisation des sols, avec des mesures de ce point de vue-là très dures. Oui, par exemple, à l'interdiction de toute nouvelle surface commerciale en France, on en a suffisamment. Il faut en plus protéger les petits commerces parce que ça fait partie de la protection de l'homme. Après, moi je maintiens que le vrai sujet, c'est le réchauffement climatique. Je les prends au mot. Donc c'est la baisse des émissions de CO2. Donc on va arrêter de consacrer 80% des crédits annuels à des choses qui ne permettent pas de baisser le CO2.
Aujourd'hui, la Donc, politique quoi, écologique du concrètement gouvernement et de Mme Pompili et des écologistes, c'est de fermer les centrales nucléaires et de financer des éoliennes. Les éoliennes, ça coûte une centaine de milliards d'euros sur 25 ans. On consacre, si vous voulez, on a un problème qui est le fossile, qui sont les carburants, qui sont la rénovation énergétique, et on met l'intégralité de ce que nous avons sur quelque chose qui n'a, je le répète, aucun impact sur le réchauffement climatique. On prend les gens pour des imbéciles. Donc moi, cet argent, je les mets dans la rénovation énergétique. Demain, je dis aux Français des classes moyennes et populaires, nous allons vous changer toutes les pompes à fioul, tous les chauffages à fioul du pays. Voilà, ça va être gratuit. On va avoir un impact CO2. Qui va payer derrière? Mais c'est justement le budget de l'État, et je l'enlève, si vous voulez, à ce qui est aujourd'hui utilisé sur les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, qui ne sert à rien en matière de réchauffement climatique. Voilà pourquoi pas à rien, mais qui sert moins, quoi. Non, ça ne sert à rien au plan du climat. Quand vous changez quelque chose qui ne produit pas de CO2 et vous le remplacez par quelque chose qui ne produit pas de CO2, ça fait 0 plus 0 égale la tête à Toto. Remaniement en vue, Emmanuel Macron pourrait élargir à gauche, mais aussi peut-être à droite. S'il vous proposait un portefeuille, vous seriez prêt à relever le challenge? Et puis quel portefeuille? Non. L'environnement? Non, parce que je ne suis pas d'accord avec la vision Je sais pourquoi je suis dans l'opposition, parce que je ne suis pas macroniste, parce que le macronisme, c'est en réalité un vide abyssal idéologique qui est très caméléon, donc qui change d'avis. Moi, je suis quelqu'un qui pense la même chose depuis 25 ans. On peut être d'accord avec moi ou contre moi, mais au moins, on ne peut pas me reprocher de ne pas savoir ce que je défends. Oui, Julien Aubert, on dit qu'il drague en ce moment des LR, justement. Non, c'est vrai, ça, ou pas? On a vu des noms, Damien Abad, par exemple. Damien Abad est quelqu'un qui a été élu président du groupe Les Républicains. Il n'est pas du tout intéressé. J'ai même parlé à Guillaume Larrivé pas plus tard qu'hier. Il n'a aucun contact. Donc, si vous voulez, on a aussi des adversaires et parfois quelques amis qui laissent circuler des noms. Ah oui. Le mot de la fin avec Cécile Ménibus. Vous êtes conseiller régional. Les élections régionales prévues en mars 2021 pourraient être poussées d'un an. Est-ce que finalement c'est une mesure de relance que propose Emmanuel Macron ou alors de la manipulation? Ni l'un ni l'autre. Moi, je pense que les élections doivent avoir lieu au bon moment. Il faut arrêter, si vous voulez, de changer les dates des élections suivant sa convenance. On n'est pas sous la monarchie, où il n'y avait pas d'élection d'ailleurs, mais où le roi faisait ce qu'il voulait. Donc, il y a des élections qui sont prévues en mars. Je ne vois pas pourquoi on irait les décaler. Oui. D'un mot sur les municipales, là les villes basculent. Marseille, c'est perdu pour la droite ou pas? Non, moi je pense que Marseille va rester à droite. Ah bon? Oui, c'est le système de la loi LPM. Donc ça veut dire qu'il y a des tractations alors avec Samia Ghali qui est à gauche. Non, c'est pas des attractions, c'est simplement que Samia Ghali a été élue contre le printemps marseillais. Avec le soutien de la droite, donc je la verrais mal si vous voulez se rallier à celle qui a failli la manger. Et ensuite, quand vous enlevez Samia Ghali, vous avez Bruno Gilles qui est un homme de droite et vous avez le Rassemblement National. D'ailleurs, moi, si le Rassemblement National veut voter pour Mme Rubirola, qu'ils le disent. Je les mets solennellement en garde. Voilà. Donc, si vous voulez, en termes de réserve de voix, Mme Rubirola a 42 voix, ce qui n'est pas la majorité, et elle n'a pas d'alliés, sauf à aller débaucher des gens sur des postes. Mais dans ce cas-là, on est plus dans la soupe de lentilles qu'autre chose. Bon, écoutez, on va suivre ça en fin de semaine. Merci Julien Aubert, député LR du Vaucluse et président d'Oser la France. Restez avec nous, 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio.